Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, après 10 ans de boycott, la branche du Front populaire ivoirien restait fidèle à l'ex-président Laurent Gbagbo entend revenir dans le jeu électoral. Le FPI réaffirme sa participation aux élections législatives prévues au mois de mars. Les associations humanitaires décrivent une sécheresse d'une gravité inédite au sud de Madagascar. Conséquence, la famine frappe la région. Plus d'1 million de personnes ont besoin d'assistance. Et qui, pour financer la transition énergétique en Afrique, le continent qui émet très peu de gaz à effet de serre, attend toujours les financements internationaux, engagement des bailleurs de fonds lors de l'accord de Paris il y a déjà 5 ans. Focus dans cette émission sur la situation au Sénégal. Et voici nos invités de ce soir, Monsieur Grégory Sileni, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes fondateur de Madagascar Média et porte-parole du parti Tous Ensemble pour Madagascar. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau également, Gratien Okindikiza, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gratien, éditorialiste d'Africa 24. Merci à vous également d'avoir répondu. Présent, place à l'actualité. Le FPI, la branche favorable à l'ancien président Laurent Gbagbo, participera aux élections législatives prévues le 6 mars 2021. Un revirement du FPI qui s'explique par le retour annoncé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le parti d'opposition de l'ex-président avait boycotté toutes les élections depuis 10 ans. Nathalie Mouffe. Le Front populaire ivoirien FPI va effectivement participer aux élections législatives de mars 2021. Cette information a été rendue publique le 3 janvier 2021 par le porte-parole du parti, confirmant ainsi des conclusions d'une décision de son comité central prise en décembre 2020. C'est là même que réside le problème de fond, notamment sur la capacité de mobilisation du leader politique Pascal Affi-N'Guessan et sur le degré d'enracinement politique des militants du FPI pour ces élections législatives de mars 2021. N'oublions pas que la sortie de prison de Pascal Affi-N'Guessan peut configurer un arrangement politique avec le pouvoir en place. Le FPI a réagi le 3 janvier 2021 à la libération de son leader, Pascal Affi-N'Guessan, arrêté au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le parti d'opposition de Côte d'Ivoire comprend cette libération comme un geste de décrispation politique du pouvoir et appelle à plus d'actions s'inscrivant dans le sillage de l'apaisement dans le pays. Le FPI réaffirme son engagement à faire prospérer le dialogue politique et encourage par la même occasion le gouvernement à continuer dans la voie de la décrispation en libérant les autres détenus. Le FPI reste convaincu que la mise en œuvre des recommandations pertinentes issues du dialogue politique contribuera au renforcement de la démocratie et participera à la cohésion nationale. Les élections législatives ont été fixées au 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Le parti de Pascal Affi-N'Guessan devrait procéder au dépôt des dossiers de candidature au délai du 20 janvier 2021. Dans le même temps, le FPI effectue une tournée dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire du 5 au 10 janvier 2021 afin de mobiliser ses partisans. Voilà qui rebat les cartes du jeu politique. Gratien Okindikiza, après une si longue absence du FPI, quel pourrait être le poids politique du parti après, on l'a vu dans le sujet, 10 ans d'absence, 10 ans sans participation aux élections? Oui, 10 ans sans participation, c'est plusieurs années et ce n'est pas sûr de faire une estimation du pourcentage ce qu'aura ce parti parce qu'il va falloir se refaire. Il faut que les citoyens, commencent à se dire que ce parti peut apporter quelque chose par rapport à ce qui était sur le terrain et aussi se dire quel est l'héritage de l'ancien président Gbagbo. Donc, c'est vraiment le moment de se tester, c'est le moment comme il y a d'autres partis de l'opposition, ça sera difficile aussi d'affronter les autres partis. Il y a en face, c'est lui qui est au pouvoir, donc le parti qui est au pouvoir, donc il y aura vraiment du travail à faire surtout, mais c'est bien de se présenter parce que chaque fois qu'il y a un vide, le vide finalement, on ne profite pas de ce vide. Grégory Sileni,
le FPI qui sera aux élections du 6 mars, mais voilà, comme le dit Gratien Okindikiza, il va falloir aller chercher finalement les électeurs. Alors le parti reste bien entendu extrêmement populaire, mais n'était pas présent dans le jeu électoral depuis 10 ans. Oui, je pense que vous avez tout dit un peu dans votre question. Je pense que si on reprend un peu la temporalité et l'historique qu'il y a depuis l'élection du président Alassane Ouattara, on entre, on va dire, maintenant dans une deuxième phase, parce qu'il y a eu la phase qui comprenait la phase de dialogue, qui avait été mise en place notamment avec le ministre Kakebe pour la réconciliation. Et là, on va rentrer maintenant dans une nouvelle phase avec ces élections législatives. Et où là, finalement, on retrouve un positionnement totalement différent de l'opposition, puisque l'opposition a dit foncièrement qu'elle s'opposait à la candidature d'Alassane Ouattara. Après, il y a eu la désobéissance civile, toute une phase de contestation avec le Conseil national de transition. Et là, maintenant, on entre finalement dans le vrai jeu politique, où là, le régime en place va affronter donc l'opposition avec, si on écoute les observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire, où il y aura peut-être une opposition unie avec un seul candidat dans chaque localité. Donc là, maintenant, il faut voir comment ça va se fomenter et comment ça va se jouer, notamment avec peut-être, on dit, un FPI maintenant réuni entre Pascal Afin-Guessant et Laurent Gbagbo. Alors, est-ce que cette réunification est possible? Est-ce qu'on peut par ailleurs parler d'une réunification ou alors d'un rapprochement? Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt de parler de réunification? Ce n'est pas encore trop tôt parce qu'en fait, si l'ancien président Gbagbo rentre, éventuellement qu'il pourrait y avoir une certaine réunification, réconciliation entre les branches de ce parti, comme il va incarner vraiment le FPI originel. Donc, il y aura une sorte de réconciliation, mais en même temps, il faudra aller aussi dans des discussions avec les autres. Il dit que l'opposition peut se présenter regroupée, mais je pense qu'il va y avoir un problème d'ego, surtout quand l'ancien président Gbagbo va rentrer, il va retrouver d'autres anciens du pouvoir, les Bédier ou autres. Chacun, au moins, il voudra dire, si on se réunit, la tête de liste ou celui qui va apparaître comme le leader de la réunification sera moi. Et donc, il y aura juste un problème parce que Laurent Gbagbo va rentrer. Donc, je pense que ça va poser plus un problème au niveau de la réunification, je ne dis pas du parti, mais de toute l'opposition, que vraiment ce qui devait se passer si le parti se présentait sans qu'il soit là. Grégory Sileni. Oui, toutes les cartes sont distribuées. Il va falloir se mettre autour de la table et de savoir comment ça va se répartir les différentes localités. Il y a aussi la question de savoir vraiment est-ce que l'opposition a un rôle à jouer dans ces élections-là, puisque si on regarde les anciennes législatives, l'opposition a très peu de sièges, ça c'est quand même la réalité. La seconde chose aussi, si on observe maintenant par rapport aux dernières élections présidentielles, on peut toujours espérer sur le sud de la Côte d'Ivoire qu'il y a quand même une attache au niveau du FPI. Mais bon, pour le moment, c'est assez flou. Et comme ça a été dit tout à l'heure à juste titre, je pense que le manque de temps, parce que quand bien même on entend Henri Konan Bédié dire qu'on a suffisamment le temps, tout revient à la normale, je pense que le temps est peut-être en défaveur de l'opposition. Donc 4 mois. Bon, on n'est pas sûr parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir toutes les cartes, y compris le pouvoir. Parce que le pouvoir souvent profitait de l'absence de certains leaders de l'opposition. Donc cette fois-ci, on va remettre tout. C'est comme si on rejouait les présidentielles, mais au niveau des législatives. On verra vraiment ce que pèse l'un ou l'autre, l'opposition et le pouvoir. Si vraiment les élections se passent normalement sans qu'il y ait des tricheries, c'est à ce moment-là qu'on va se dire... Parce qu'en fait, le pouvoir se trouve au niveau des législatives. La présidentielle, c'est un homme. Comme on le dit, un homme, les gens le suivent et ne suivent même pas ses idées. Ils suivent souvent la personnalité de l'homme. Mais les législatives, là, on va suivre les idées, on va suivre des groupes qui vont faire la politique. Imaginons si l'opposition gagne, ce sera la politique de l'opposition qui va se mettre en place, pas la politique du président. Grégory Sileni. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord sur ça. C'est vraiment, on refait le jeu politique et on va dire c'est comme si c'était les élections présidentielles revisitées ou refomentées en élections législatives. Après, ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'au final,
Quand on regarde un peu le contexte ivoirien, aujourd'hui, le grand gagnant pour le moment, je dis bien, c'est quand même Alassane Ouattara. Parce qu'il y avait quand même une situation qui était exacerbée et très tendue au niveau local. Au final, on se rend compte que tout le monde se rallie en disant, tout le monde reprend finalement les éléments de langage du président en disant on est dans l'apaisement, on est dans la décrispation. Donc ça, je pense que c'est un bon point pour le président Alassane Ouattara. Maintenant, ça va être la vraie politique de savoir maintenant qui va emporter le plus de sièges à l'Assemblée. Gratien Rukindikiza, est-ce que le FPI a intérêt justement à aller plutôt vers une candidature unique rassemblant les partis de l'opposition, du moins pour certaines circonscriptions? Disons pour le parti, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'en fait, ça fait un bon moment que le parti ne se mesure pas. Si le parti évolue dans une coalition de toute l'opposition, c'est bien, l'opposition va avoir beaucoup plus de chances, mais le parti en soi se dilue à l'intérieur de cette coalition. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand il y aura les élections présidentielles, soit ils vont évoluer vers une candidature unique, ou s'ils vont séparer, ils ne sauront pas réellement ce qu'ils pèsent sur l'échiquier politique ivoirien. Donc il faut que ça soit le FPI, puisque ce retour, effectivement, après 10 ans d'absence, doit être signé par une présence du FPI et non pas le FPI dilué dans une coalition. Grégory, c'est assez complexe. C'est assez complexe parce que forcément, le président Alassane Ouattara veille à ce que justement le retour de Laurent Gbagbo traîne et que ça se fasse après les législatives. Forcément, la donne serait totalement différente si Laurent Gbagbo était présent sur le territoire. On sait qu'il y aurait une effervescence et on sait que le parti pourrait capitaliser sur ce retour. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve déjà à régler les soucis internes propres au FPI, qu'il faut régler entre les deux factions. Et il faut voir quel rôle a joué à l'intérieur de cette opposition. Et c'est vrai que quand on observe, on a comme l'impression quand même qu'il y a un certain leadership qui est quand même pris par Henri Konan Bédié autour de cette opposition-là. Et ça, c'est vrai que si le FPI se rallie à cette opposition-là, elle se retrouve dans l'ombre du PDCI quelque part. Donc il y a cet enjeu-là à prendre en considération. Donc là, on est vraiment dans des logiques de parti, dans des logiques d'alliance. Et voilà un peu tous les défis qui sont devant les cadres du FPI. Oui, disons que Bédié, c'est un politicien très expérimenté qui connaît beaucoup de choses parce qu'il arrive à jouer l'opposition, vraiment la grande opposition, et aussi à maintenir le discours, le dialogue avec le pouvoir, sans vraiment, en certain moment, ça tombe, on a l'impression que ça tombe de nulle part, mais cela veut dire qu'il a maintenu les contacts secrètement, comme certains peuvent le faire, des gens qui ont beaucoup d'expérience, alors que les autres sont dans l'opposition. Ce qui fait qu'il est en avance par rapport aux négociations, par rapport au discours. Il va apparaître comme quelqu'un finalement qui a pu, disons, œuvrer pour la réconciliation, disons, avec le pouvoir. Ce qui sera un point pour lui, et il s'est déjà préparé, parce qu'on a celui qui est en prison, qui était en prison, l'autre qui n'est... Finalement, ils étaient dans la même position. Il y a un qui est emprisonné, l'autre finalement qui rentre, qui discute avec le pouvoir. Grégory Sileni. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce paramètre à prendre en considération. C'est ce qui avait été souligné sur le fait est que celui qui est emprisonné, c'était Pascal Afin-Guessant et non Henri Konan Bédié, ou ce qui se prétextait en catimini de dire vu son âge avancé, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce point qui à prendre en considération sur le fait qu'il y a quand même cette relation avec le pouvoir qui, moi je pense de toutes les façons, qu'il faille toujours garder des négociations, et de toutes les façons ils vont se rencontrer à la deuxième quinzaine de janvier, c'est prévu déjà au niveau en termes d'agenda politique, donc ça c'est une chose. Maintenant on va vraiment voir réellement. On a souvent dit que la Côte d'Ivoire était divisée. Maintenant, on va voir ce qu'il en est des forces en présence et qui va avoir cette majorité entre le régime en place et l'opposition. Le FPI et le PDCI ont leur chance face au RHDP, compte tenu du contexte actuel. Oui. Ils ont la chance. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui se disent finalement Ouattara, il avait droit à 2 mandats, il se trouve dans un 3e mandat. Et finalement, si nous voulons le sanctionner, nous avons l'occasion, c'est au niveau des législatives, pas au niveau des présidentielles, parce que les présidentielles ont été boycottées. Donc, c'est une chance pour ceux qui voulaient le sanctionner, mais en même temps, c'est un moment pour lui de s'affirmer, disons, face à tout le monde, à tout le peuple ivoirien.
y compris ceux qui avaient manifesté. Est-ce qu'il pourra convaincre certains qui manifestaient? On ne sait pas exactement si... Il est difficile d'évaluer au niveau de la politique la population par rapport à une élection lorsque l'ancienne élection a été boycottée par une partie de la population. Et puis on sait bien que le nombre de votants, on ne sait pas exactement, souvent on triche sur les chiffres quand il y a eu un boycott pour qu'au moins ça soit acceptable. Alors en tout cas pour le FPI, le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo est crucial. Est-ce que ce retour pourrait effectivement permettre de galvaniser, entre guillemets, les potentiels électeurs, en tout cas d'anciens fidèles, entre guillemets, là aussi, du parti? Il y a plusieurs variables à prendre en compte. Il y a aussi le taux d'abstention inhérent aux législatives qu'il faudra prendre en considération et apprécier finalement au niveau des forces en présence. Il y a aussi, je pense quand même, parce qu'on ne l'a pas abordé, c'est les programmes, c'est-à-dire dans le sens où les visions politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens veulent plus une vision socialiste, une vision de gauche, et ça ira à l'encontre du président Alassane Ouattara? Parce que jusqu'à présent, ce qui est fortement les critiques qui sont adressées au président Ouattara, cela reste principalement le fait est que la croissance n'est pas inclusive, que cette croissance-là, finalement, faite d'infrastructures, ne profite pas à la population ivoirienne. Et peut-être que justement cette population qui en plus on est quand même dans un contexte particulier, quand même, qui est la Covid-19 au niveau international, où de plus en plus d'États commencent à évoquer les questions inhérentes sociales, que ce soit au niveau d'une sécurité sociale, au niveau hospitalier, un certain nombre de choses. Est-ce que finalement ces éléments-ci ne seront pas au crédit du FPI, en plus de la personne même de Laurent Gbagbo? Parce que lui, Laurent Gbagbo est très populaire, mais après il faudra aussi un autre appui, je pense, pour pouvoir convaincre les Ivoiriens et les électeurs pour voter en faveur du FPI. Donc rendez-vous le 6 mars pour les élections législatives. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. De retour dans l'Africa Newsroom, deuxième partie de cette émission. Grégory Sileni, fondateur de Madagascar Média et porte-parole du parti Tous Ensemble pour Madagascar. Gratien Roukindikiza, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Place au grand angle. 20 000 enfants de moins de 5 ans risquent de mourir de malnutrition sévère, nécessitant une prise en charge médicale. Au total, plus d'1 million de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire en raison de la famine qui frappe le sud de Madagascar, une situation qui fait suite au manque de pluie depuis plusieurs mois maintenant. Samantha Saberou-Saboubanga. Le sud de Madagascar est en manque de pluie depuis plusieurs mois. Ce déficit de pluie a un impact sur la sécurité alimentaire du pays. Afin de pallier la crise dans 3 régions de l'extrême sud de Madagascar, ils sont des centaines de producteurs à s'être mis à la transformation du manioc en gari pour pouvoir faire face à la période de soudure. En effet, c'est plus d'1 million d'habitants du sud, soit la moitié de la population, qui sont en état d'insécurité alimentaire. Cette démarche initiée par les femmes habitant le grand sud de Madagascar démontre une fois de plus que les solutions ne viendront pas uniquement des autorités locales, elles ne viendront pas non plus uniquement des aides internationales ni des ONG. Bien évidemment, cette tripartite est obligatoire pour que nous puissions endiguer le problème de famine dans le grand sud, mais il faudra d'abord, dans un premier temps, utiliser et exploiter les terres qu'il y a sur place. Le manioc était vendu à des prix vils. Désormais, le manioc ne finit plus directement dans les marmites comme auparavant. Il est d'abord broyé, fermenté, torréfié et enfin séché pour obtenir une farine épaisse. En effet, plusieurs femmes produisent par jour 240 à 480 kg de gari. Cette initiative a permis d'améliorer le quotidien d'un peu plus de 38 000 habitants dans les 3 régions où elle est implantée. Afin de soutenir les femmes du Grand Sud de la Grande Île, le Programme alimentaire mondial a donné des machines pour la transformation du manioc. Si nous voulons
À Madagascar, notamment dans le Grand Sud, mais pas que dans le Grand Sud, mais dans grand nombre de terres situées dans toute la grande île, il faut utiliser les terres arables. Cela permettra inévitablement de permettre l'autosuffisance alimentaire et cela permettra aussi de lutter contre l'exode rural et contre la pauvreté, qui sont des grandes thématiques et problématiques à Madagascar, quand on sait notamment qu'une ville comme Tananarive est très engorgée. Désormais, grâce au Gari, les populations du sud de Madagascar peuvent manger à leur faim et se rémunérer. Par ailleurs, d'autres initiatives se mettent en place pour donner une solution sur le long terme aux ménages de ces localités. Donc 1,5 million de personnes touchées par l'insécurité alimentaire. Grégory Sileni, est-ce que le gouvernement ne tarde pas à réagir véritablement? Quand on parle du Kéré, il faut être très vigilant. Parce qu'on a l'impression, et quand on écoute même l'opposition qui se prononce sur ce sujet, ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui, ça date de plus d'une trentaine d'années. Et même pour vous dire, le Kéré, il avait pris d'autres appellations par le passé. Aujourd'hui, on parle de Kéré, donc le Kéré, c'est famine en malgache. Et moi, je pense au contraire que le président Andrajon est très sensible sur cette question-là, comme en témoigne son déplacement au cours du mois d'octobre dernier, de l'année 2020. Il était aussi venu en tant que candidat et en tant que simple citoyen en 2016. Donc il sait très bien que c'est un sujet sensible, c'est un sujet très complexe, parce que 1,5 million de personnes, c'est énorme. On parle de personnes qui vivent à 80% du seuil de pauvreté, alors qu'au niveau national, on est plutôt autour de 72%. Donc je pense qu'il y a tellement de choses à faire que ce n'est pas un sujet qui peut se résoudre en quelques temps et de manière très rapide. Je pense aussi le fait que le président ait donné un horizon en disant qu'en 2021, il souhaite totalement éradiquer le Kéré. Ça permet d'être évalué et de donner un horizon aussi bien pour la population que pour les observateurs sur ce qui se passe dans le Grand Sud de Madagascar. Gratien Rukindikiza, alors Grégory Sileni l'a bien dit, c'est pas un phénomène qui est nouveau dans le pays, donc là encore, on peut quand même se dire si le gouvernement a réellement mis en place une politique pour lutter contre ce phénomène, là encore, qui n'est pas nouveau. Oui, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est comme il y a eu plusieurs financements, plusieurs projets pour régler ce problème depuis un bon moment et ils n'y arrivent pas. Je pense qu'il y a un vrai problème de conception des programmes qui doivent se mettre dans cette région. S'il y a la sécheresse, il y a la pluie à un certain moment, on s'imagine qu'il y a la pluie à un certain moment. Donc, il va falloir vraiment qu'ils arrivent à cultiver des plantes qui supportent la sécheresse et voir aussi comment est-ce qu'on peut garder l'eau pendant un moment, parce qu'il y a un certain moment, quand il pleut, d'après ce que quand on regarde, on se renseigne, et on a l'impression que l'eau de pluie ne s'infiltre pas dans le sol à cause de la composition du sol. Donc, il y a aussi à voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la rétention d'eau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire éventuellement si c'est une région vraiment où les gens ne peuvent pas vivre, il y a moyen aussi de déplacer la population pour d'autres endroits où ça se passe, il y a de la pluie, transformer la région, faire autre chose, d'autres projets. Cela, on peut concevoir ça au niveau macroéconomique, au niveau du pays, pour que vraiment le problème soit réglé, qu'on n'ait pas à avoir, comme il le dit, que le terme signifie même la famine, ce qui est très étonnant, un problème qui existe depuis un moment, on sait bien. Non, je pense que c'est vraiment, il y a la conception, la politique, il y a eu beaucoup de financement, mais il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on a fait finalement. Si on a échoué, on se remet en cause, on peut faire autre chose. Grégory Sileni. Ce qui est intéressant par rapport à la prise en compte du Kéré donc, sous le mandat actuel, c'est qu'on a l'impression que les partenaires techniques financiers se mettent à côté de la vision de l'État. Parce que l'un des reproches qu'on peut faire souvent à l'aide internationale, c'est qu'il n'y a pas forcément de vision. Donc on dit, voilà, il y a tant de population et on va donner tant et voilà comment ça va marcher. Le fait est, je pense que les partenaires techniques financiers, en tout cas c'est comme ça que ça a été communiqué, se met à côté du président Andrajon. Je pense que c'est déjà une première bonne nouvelle. La deuxième chose aussi, je pense aussi, c'est un peu cette idée, cette conception de dérégionaliser ce problème-là, avec notamment des choses un peu techniques, bon, pas techniques, mais des outils, on va dire plutôt, comme le pipeline pour alimenter en eau, toutes ces choses-là, prendre en compte les différentes saisons. Voilà, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, avec le nombre de solutions qui ont été avancées par l'État, les partenaires techniques financiers à côté, il y a possibilité en tout cas d'aider en tout cas un grand nombre de la population. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour Madagascar.
Parce que aujourd'hui, cette situation-là, vraiment, elle est quand même difficile à vivre pour les compatriotes malagasy. Quand on dit que c'est l'une des régions les plus oubliées du monde, l'une des régions qui touche un certain nombre de populations importantes, parce que les enfants, ils sont assez nombreux à être en situation de malnutrition. Donc il faut vraiment que... c'est un peu ce qui a été dit dans le reportage, et je reprends, c'est que vraiment il faut qu'il y ait un attelage des acteurs. Il ne faut pas qu'il y ait uniquement une polarisation sur les pouvoirs publics. Il faut aussi que les associations et les ONG travaillent aux côtés de l'État, mais pas de manière isolée. Mais ça, c'est un problème qu'on retrouve dans plusieurs pays de l'Afrique. Il y a certains qui commencent à se dégager de cela. On ne peut pas vraiment accepter qu'une ONG, une association, arrive dans un pays, fait son travail à côté comme si c'était un autre État qui fait un travail dans le pays. En principe, il doit y avoir une certaine organisation au niveau national. On se répartit les tâches en fonction aussi des ONG qui arrivent. Je cite souvent le Rwanda. C'est au Rwanda, quand une ONG arrive ou une association, on ne dit pas j'arrive, je vais faire ça. On vous dit il y a tel besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ces besoins? Vous ne pouvez pas choisir vous-même. Moi, je vais faire ça. On vous dit non, ce n'est pas votre domaine. Ou il y a quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi un certain partenariat et aussi une façon d'oser. Il faut que nous, les Africains, nous osions dire non. Vous venez avec l'argent, mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous pouvez rentrer avec votre argent, mais on veut vraiment quelqu'un qui vient travailler avec nous. Autre chose, la région se trouve à côté de la mer, de l'océan. Donc, il y a de l'eau, mais l'eau qu'il faut désaliniser. Donc, il y a plusieurs techniques. Il peut y avoir des techniques locales, des petites techniques qui permettent à certaines personnes, disons, de dégager le sel, d'avoir de l'eau. Éventuellement, on peut avoir de l'eau à partir de l'eau qui peut, disons, irriguer à partir de l'eau de mer, mais il faut toujours... on a besoin d'une petite technologie, vraiment, ce n'est pas une grande technologie à mon avis, il suffit de s'adapter et il suffit aussi de voir d'autres méthodes. Il y a des plantes, par exemple, qui peuvent, disons, faire en sorte que l'eau soit utilisée pour les plantations. Donc, c'est vraiment des choses à faire. Je sais bien que les Malgaches sont des chercheurs dans plusieurs domaines, mais il faut qu'ils soient aussi encouragés à créer, à innover. Grégory Sileni, comment expliquer que depuis toutes ces années, aucune mesure d'envergure n'a jamais été prise pour lutter contre ce phénomène? En fait, si vous me permettez de faire une comparaison, c'est qu'il y a des choses, malheureusement, ce n'est pas propre à Madagascar, mais propre au continent africain. C'est qu'il y a des choses, des fois, on les normalise alors que c'est grave. La pauvreté, par exemple, c'est quelque chose de grave. On sait que ça touche majoritairement, des fois, ça peut aller de 60 à 80% d'une population dans les sociétés africaines, et pas qu'à Madagascar. Et je pense que le Kéré, on est aussi face à ce phénomène-là. C'est pour ça qu'on arrive après au bilan de se dire, mais on sait très bien qu'il y a tant de millions de personnes qui souffrent, ils sont localisés. Tous les gouvernements successifs avaient connaissance de ce problème-là. Pourquoi on n'arrive pas à éradiquer ce problème? Moi, je pense qu'il faut quand même insister aussi sur ça, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'aide internationale, par exemple. Mais il y a un rapport qui avait été fait par une commission parlementaire en France, qui s'était rendu à Madagascar pour analyser où allaient les fonds. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune centralisation des aides. C'est-à-dire que, ça a été dit un peu tout à l'heure en schématisant, chacun travaille dans son coin. Et il peut y avoir donc des doublons sur des aides, il peut y avoir des aides catégorielles, et donc du coup des personnes sont hors radar. Il y a un certain nombre de choses sur l'aide qui fait que si l'État n'est pas associé, l'aide ne servira pas de manière structurelle et de manière durable. Qui favorise les détournements, bien entendu. Il peut y avoir des détournements, il peut y avoir aussi des pertes, ça peut alimenter aussi tout un système autour de l'aide internationale, parce qu'il y a des acteurs qui bénéficient, qui travaillent de cette aide internationale. Donc ça montre en tout cas que ça ne peut que créer des problématiques, d'autres problèmes à l'intérieur d'un problème qu'on est censé éradiquer. Oui, en fait, le montant de l'aide, ça ne signifie pas vraiment qu'on va régler la question, parce qu'il suffit, par exemple, au Madagascar, il suffit d'envoyer de l'aide. Par exemple, une ONG française qui envoie de l'aide et qui envoie des techniciens, des médecins, des ingénieurs, des agronomes, mais qui sont payés avec les salaires de France x2, c'est-à-dire que toute l'aide pratiquement est accaparée avec toute la logistique, alors que si on envoyait de l'argent en travaillant avec des techniciens malgaches, avec les salaires qui sont là, et puis les moyens qui sont là. Là, on peut dire, il peut y avoir beaucoup de choses. Ce qu'on ne fait pas en Afrique, on n'évalue pas
au niveau de l'aide, réellement, quelle est la partie qui a été consacrée à ces gens-là qui ont apporté l'aide, leur salaire, leur logistique, leur train de vie, qui souvent on voit bien que ce sont des Occidentaux qui sont en Afrique avec leur aisance. Donc, voir finalement qu'est-ce qui reste à la population. Est-ce que si on répartissait le montant par personne, on aurait quel montant par rapport au montant total? Ça, c'est vraiment un chiffrage qu'il faudra faire. À un certain moment, finalement, il ne faut pas accepter n'importe quelle aide, sauf les gens, bon, il y a des gens bien sûr qui acceptent l'aide, parce qu'on se dit, je vais prendre une bonne partie, et comme on le dit, il y a la question qui va rester, donc il y a l'aide qui va continuer à arriver, entre-temps, il y a la corruption qui est alimentée. Grégory Sileni, finalement, ce n'est pas forcément une question de financement, mais avant tout d'une redéfinition, d'une mise en place d'une stratégie destinée à lutter contre ce phénomène, mais plus globalement contre la pauvreté. Oui, je pense qu'il faut, on a besoin de l'aide. Ça, il ne faut pas être dans le déni, on a besoin d'une aide et je pense qu'il faut le dire ouvertement. En revanche, l'aide en elle-même ne sera pas suffisante. Il faudra une transmission, parce qu'il y a ces personnes, la population du Sud, on sait aussi, c'est une population qui a moins accès à l'éducation, accès à un certain nombre de choses. Ils ont besoin d'une transmission d'informations pour qu'eux aussi puissent prendre leur avenir en main. Donc il faut qu'ils aient un emploi, il faut qu'ils sachent comment mieux cultiver leur terre, un certain nombre de choses aujourd'hui qu'ils n'ont pas. Parce que l'aide pour éradiquer la famine, elle sera nécessaire dans un premier temps. Bien évidemment, on ne peut pas parler de transmission si ces personnes n'ont pas accès à la nourriture, à un certain nombre de choses, ou la santé d'ailleurs aussi, parce qu'il y a des problèmes sanitaires au niveau du Grand Sud. Et après, bien évidemment, il faut proposer un projet qui sera durable pour ces populations, pour qu'elles puissent gérer les impondérables météorologiques, qu'ils puissent gérer leurs terres, qu'ils puissent avoir une transmission, pour pas aussi qu'il y ait finalement une reproduction aussi de cette pauvreté à travers les enfants qui n'auront pas les mêmes transmissions que leurs parents, etc. Et finalement, c'est un problème structurel qu'on n'arrivera jamais à se défaire. Un dernier mot peut-être, Gracia Rukindi-Kiza. Oui, comme il le dit, en fait, j'ai l'impression que cette région, non seulement c'est une région toujours de famine, mais une région qui a été délaissée. Et oui. Délaissée parce que si on n'arrive même pas à avoir des enfants qui sont bien formés, à avoir beaucoup de choses, par exemple, à un endroit donné, on peut avoir qu'il y a une famine de temps en temps, et puis on crée des services. On peut créer des services, que ce soit le tourisme, autre chose, les plages, je ne sais pas tout ce qu'on peut faire, mais en sorte que la région se développe. Et à un certain moment, c'est que dans plusieurs pays, on favorise les régions riches et on ne s'occupe pas des régions pauvres ou qui ont souvent la famine. Donc c'est souvent le grand problème, c'est la mauvaise répartition des ressources dans un pays. Oui, ce que j'ajouterais aussi, c'est que la réforme et la mise en place des gouverneurs doit aussi permettre finalement d'être plus attentif aux régions. Aujourd'hui, le président Drajouen évalue ses gouverneurs avec un contrat d'objectifs qui a été mis en place. Et l'idée, c'est que justement, en ayant ces gouverneurs, l'État sera beaucoup plus présent dans ces régions-là. Et on espère maintenant qu'il y ait du résultat. De toute façon, je pense que c'est une bonne chose d'annoncer des objectifs et se donner l'objectif de 2021 pour éradiquer la pauvreté, en espérant qu'avec cette présidence, on ne revoit pas ce qui s'est passé précédemment avec les anciennes présidences. Merci à tous les deux. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Grégory Sileni, fondateur de Madagascar Média et porte-parole du parti Tous Ensemble pour Madagascar, et notre éditorialiste Gracia Rukindi-Kiza. Tout de suite, le focus. Le zoom. Si l'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre, il subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique, mais difficile pour le continent de prendre le virage vers les énergies renouvelables à cause du manque de financement. Le continent, à l'instar de pays comme le Sénégal, attend en effet toujours la concrétisation des promesses formulées lors de la COP21. Nelly Claude-Bessa. Les besoins financiers de la contribution déterminée au niveau national du Sénégal au titre de l'accord de Paris de 2015 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique sont estimés à 13 milliards de dollars.
Selon le ministère de l'Environnement, l'atténuation des gaz à effet de serre s'accompagne d'actions dont le coût total est estimé à 8,7 milliards de dollars, tandis que le coût de l'adaptation aux effets des changements climatiques est estimé à 4,3 milliards de dollars d'ici 2030. Ces actions promeuvent une trajectoire de développement sobre en carbone, avec un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 7 à 29% à l'horizon 2030 par rapport à la situation de référence de 2010. Les contributions déterminées au niveau national constituent la clé de voûte de l'accord de Paris et le levier essentiel sur lequel la communauté internationale doit s'appuyer pour la réalisation de ses objectifs climatiques à long terme. Pour ce qui est de la lutte contre les effets du changement climatique, le Sénégal dispose de 2 piliers. Le premier, l'adaptation, consiste à trouver des moyens pour assurer la résilience des populations lorsque les catastrophes liées à des changements climatiques surviennent. L'atténuation, deuxième pilier, vise à mettre en place des projets capables de séquestrer le maximum de carbone de manière générale. Il ne faut pas oublier que c'est une tâche de longue haleine, que ce n'est pas simplement avec 13 milliards de dollars qu'on va pouvoir régler l'ensemble des problèmes. Il faut s'attendre à ce qu'on puisse pérenniser ce dispositif-là et que de manière générale, les ressources nationales aussi soient affectées à l'adaptation au changement climatique. En rappel, l'accord de Paris vise à renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter cette augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. Alors c'est l'Afrique de manière globale, de manière générale, qui a besoin de ces financements pour pouvoir prendre ce virage vers les énergies renouvelables. Mais voilà, les promesses formulées en 2015 n'ont toujours pas été respectées par les bailleurs de fonds internationaux, à savoir les pays occidentaux. Gracien Rukindi-Kiza, comment expliquer que ces fonds promis ne sont toujours pas parvenus au continent et comment se fait-il que le continent ne soit toujours pas en mesure d'exiger ces financements ? Oui, parce qu'en fait, ces accords, quand ces accords sont signés, les Africains ils signent, mais ils ne les négocient pas. Et il devait y avoir des accords qui stipulent que, par exemple, c'est comme la taxe carbone, une certaine taxation, que ce soit tout ce qui pollue, au niveau des pays qui ont les industries. L'Afrique n'en a pas beaucoup. Et ce pourcentage est versé automatiquement à des pays qui ne polluent pas, comme les pays qui sont en Afrique. Mais ça devait se faire automatiquement, mais on sait bien ce qui s'est passé avec la taxe carbone. Elle est plus connue dans le détournement de cette taxe que dans la distribution réelle de cette taxe. Donc, ce qui fait que les Africains, en soi, ils attendent. Mais en même temps, pour moi, je ne suis pas vraiment d'avis de dire que les Africains doivent faire beaucoup d'efforts pour ne pas polluer. Déjà, ils ne polluent pas. Ils polluent avec quoi? Non. Les Américains, ils polluent plus que toute l'Afrique, au-delà. Même les Africains, s'ils font des efforts, ça sera très minime au niveau mondial. Mais les Africains, ils ont besoin d'adopter un autre mode de vie, une autre façon de consommer. Par exemple, ils ont besoin, bien sûr, du boisement, des forêts. Et pour les forêts, il faut protéger. Il ne faut plus utiliser le bois pour faire, par exemple, la cuisine, des fois pour construire. Donc, il faut trouver d'autres moyens qui sont rudimentaires, des moyens qui sont simples. Par exemple, pour la cuisson, pourquoi ne pas adopter, disons, par exemple, le biogaz qui n'utilise pas une technologie vraiment, une technologie qui n'est pas compliquée. Si ça se mettait dans plusieurs endroits de l'Afrique, même dans toute l'Afrique, on utilise la bouse de vache ou les déchets ménagers. Donc, on peut vraiment évoluer. Au moins sur ça, on protège. Les Africains doivent protéger plus l'Afrique que de se dire qu'on est en train de protéger le monde. Mais sinon, si on a l'industrie, les machines qui existent et polluent, les Africains devront polluer parce que les Africains devront avoir ces machines pour se développer. On ne peut pas se dire, je n'ai pas besoin de la machine parce qu'elle pollue, mais elle est en train de polluer en France, aux États-Unis, en Italie. Mais nous, si on ne pollue pas, finalement, on ne va pas se développer. On est obligé de polluer, mais les autres, on n'arrive pas à ce niveau. Mais il faut qu'on partage la facture à un certain moment, au moins qu'il y ait un certain essor. Grégory Sileni. Il y a plusieurs choses. Je pense que là où c'est intéressant par rapport au Sénégal, c'est de se projeter et d'entrer dans une politique structurelle à très long terme. Ça, je pense que c'est tout à l'honneur du Sénégal. Et je pense que l'aspect environnemental peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que cela permet de créer son propre paradigme.
qu'est-ce que l'on veut pour la population sénégalaise et d'une manière plus générale, la population africaine. Ne serait-ce que par rapport au rapport à la consommation, parce qu'aujourd'hui, ça peut être aussi des fois l'un des défauts, je ne parle pas forcément du Sénégal, mais ça peut être l'un des défauts des chefs d'État africains, c'est de faire du mimétisme et de dire on va suivre le même chemin qu'ont fait les pays occidentaux sans créer notre propre paradigme. Et là, je pense, le fait qu'il y ait le souci de se dire on va changer, on va créer une économie beaucoup plus durable et se dire, par exemple, j'ai en tête le fait au Sénégal que aujourd'hui, il y a beaucoup de centrales solaires qui sont mises en place. Il y a une centrale éolienne également. Il y a aussi les consommateurs qui vont de plus en plus dans cette diversification de l'énergie. Et on voit que ça a quand même produit son effet. Parce que moi, je me souviens très bien qu'il y a une dizaine d'années au Sénégal, la Sénélec, c'était un problème. Ils n'arrivaient plus du tout à gérer cette surconsommation de la population. Aujourd'hui, on voit que c'est bénéfique à la population, c'est bénéfique au mode de consommation des Sénégalais. Et ça permet de créer un autre paradigme pour le Sénégal. Après aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique ne pollue pas autant, bien évidemment, que les gros pollueurs que nous connaissons tous, que ce soit les États-Unis ou la Chine ou d'autres pays ou les pays occidentaux. Par contre, on sait que dans des villes, une ville comme Dakar, c'est une ville quand même qui reste polluante parce qu'elle est très engorgée, qui a les mêmes problèmes que toutes les grandes villes africaines. Donc voilà, donc ça, je pense qu'on est en train de mettre sur la table quand même des problèmes qui nous concernent dans notre vision de la société et ce que nous voulons construire, et le Sénégal n'y échappe pas, et surtout dans ce désir d'émergence qui est cher au président Macky Sall. Et je pense que voilà, il faut continuer, et en tout cas aller peut-être même un peu plus loin que ce qu'ils sont en train de faire. Gratien. Oui, en fait, il y a deux problèmes qui s'opposent. Au niveau de la pollution, par exemple, dans les villes, disons qu'il y a le vrai problème. La pollution, c'est la conséquence de la situation qui sont des routes qui ne sont pas bien aménagées, beaucoup de voitures qui sont achetées, alors que les routes, il y a aussi la concentration des villes, les villes qui ne s'étalent pas, et puis une mauvaise organisation. Mais au niveau de l'électricité, par exemple, si on prend en compte l'électricité, en Afrique, l'électricité, le solaire, les éoliennes, on aura du mal vraiment à avoir l'électricité suffisante pour évoluer, pour être dans l'industrie moderne, mais ce qui fait que l'Afrique, à un certain moment, aura besoin, et d'ailleurs aujourd'hui, du nucléaire pour évoluer vers une certaine électricité, par exemple, pour traiter, mais on peut parler d'Inga 2, Inga 3, mais pour traiter les minerais qui sont dans la sous-région, dans les pays des Grands Lacs, même si on crée Inga 2, 4, 5, on ne pourra pas avoir assez d'électricité pour traiter tout cela. Donc, à un certain moment, il va falloir vraiment qu'on trouve un autre moyen. Et nous, les Africains, on n'a pas la technologie, mais les Chinois ont dû tricher, copier la technologie. Nous sommes obligés de copier. Mais le continent a quand même intérêt à favoriser les énergies renouvelables, vu qu'elles sont beaucoup moins coûteuses que l'énergie fossile. Oui, mais ça ne pourra pas vraiment... ça ne pourra pas régler le problème des besoins. Il faut dire qu'on a beaucoup de besoins d'électricité parce qu'il ne faut pas continuer à envoyer la matière première à l'étranger. Il faut qu'on arrive à traiter avec la matière première, avoir le fer, l'aluminium, tout pour faire autre chose. Mais avec les éoliennes ou le solaire, on aura du mal vraiment à faire fonctionner une industrie. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui, même dans les pays développés. On a du mal. L'électricité solaire, c'est vraiment... c'est pas quelque chose qui arrive à faire fonctionner des industries, mais en certains... Je pense que l'Afrique, vraiment, il y a les barrages, mais les barrages, il faut dire que certainement les barrages, on a la rétention d'eau, on est obligé de stocker de l'eau, il y a des populations qui doivent se déplacer. Ce sont des questions qui doivent être étudiées ensemble au niveau de l'Afrique, l'Afrique entière, surtout au niveau de l'Union africaine, et non pas pays par pays, parce que l'électricité dont on a besoin, c'est une électricité pour plusieurs pays, un ensemble de pays, et non pas pour un seul pays. Grégory Sileni. Oui, je souscris à cette idée. De toutes les façons, on a tendance, des fois, sur ces questions environnementales et écologiques, à les mettre en opposition. Bien évidemment, il faudra à côté une industrialisation et un certain nombre de caractéristiques qu'auront besoin les pays africains pour pouvoir émerger et pouvoir sortir de leur état originel de pauvreté. Et moi, ce que je pense, de toutes les façons, c'est que dans ces questions-là, il faut déjà avoir une vision et se projeter sur du long terme. Et moi, je pense déjà le fait que le Sénégal
se soucie de ces questions-là, je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. Il faut le souligner, parce que ce n'est pas le cas de tous les pays africains. Et de toute façon, finalement, ces préoccupations démontrent aussi que le Sénégal est en train de se développer. Le fait est de se poser à ces questions-là. Il y a des pays, aujourd'hui, si on fait des analogies, ils ne sont pas encore à ces questions-là. Ils sont tellement à des choses très primaires et très basiques qu'ils ne sont pas à se poser de savoir comment on va fonctionner la société, quel va être le mode de fonctionnement des consommateurs sénégalais. Et je pense que c'est des interrogations positives. Et ces questions-là, finalement, qui vont être au final des questions aussi stratégiques, de plus en plus, vont être le lot des dirigeants sénégalais. Et je pense notamment aussi, on est obligé de faire mention sur le fait que, notamment aussi une question stratégique, c'est le pétrole et le gaz que détient maintenant le Sénégal, qui va aussi rentrer en ligne de compte par rapport à son paradigme et sa vision, parce que ça aussi, c'est quelque chose maintenant à prendre en considération qui n'était pas il y a une quinzaine d'années. Gratien Rokindi-Kiza. Bon, oui, il y a cette vision, mais en même temps, il faut se dire qu'on a l'électricité ou l'énergie pour la consommation des ménages, la consommation locale, mais aussi il faut concevoir tout le système, qu'est-ce qu'on veut faire finalement? Dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut produire ça, on veut faire tout ça, on veut utiliser les minerais que nous avons. Nous voulons produire des voitures, des vélos, tout ce qu'on veut faire. Et avec quelle énergie? Donc c'est comme ça qu'on peut évoluer. Mais en réalité, il ne faut pas qu'on soit... Les pays qui ont le pétrole, demain, on voit bien les prix, les cours du pétrole. Finalement, on se dit, on a le pétrole. Aujourd'hui, on a des pays qui ont le pétrole qui sont presque en faillite, qui n'arrivent plus à payer leurs factures parce que les cours baissent et se retrouvent au coût de revient, au coût de production de ce pétrole. C'est-à-dire qu'on a le pétrole, mais finalement, le pétrole ne sert pas grand-chose au niveau de rentabilité d'un pays. Oui. Mais il va falloir que les gens ne se contentent pas du pétrole, j'ai le pétrole, mais on va le faire tourner. Si jamais ça rapporte de l'argent, ça va rapporter pour les générations futures. Mais aujourd'hui, on va travailler pour le développement avec autres moyens, parce qu'il ne faut pas compter sur le pétrole. Alors, le Sénégal chiffre ses besoins à 13 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est pas, est-ce que ce montant n'est pas quelque peu sous-estimé compte tenu des besoins réels en termes de développement des énergies renouvelables? Grégory Sileni. C'est toujours difficile de se prononcer comme ça sur des chiffres et de voir l'horizon. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je fais confiance aux autorités sénégalaises. Déjà, je pense que le fait est, tout à l'heure, on avait pu évoquer l'importance de chiffrer les choses. Et là, en tout cas, c'est chiffré par les autorités sénégalaises. Et juste aussi pour rebondir sur ce que disait Gratien, c'est que je pense que le tort de ces pays qui ont été fort tributaires des énergies fossiles et notamment du pétrole, c'est justement d'avoir proposé aucune autre solution et aucune autre alternative. Finalement, il y avait des pays qui sont très tributaires, on les connaît, ces pays qui sont notamment en Afrique centrale très tributaires du pétrole, et dès lors que les chiffres évoluent et sont à la baisse, ça a forcément des impacts forts sur tout l'appareil étatique et notamment donc pour le paiement des fonctionnaires, un certain nombre de choses, même j'ai envie de dire tout simplement pour la vie, la vie et la société d'un pays. Donc je pense que de toute façon il faut aujourd'hui user de toutes les stratégies et proposer une diversification de son économie. C'est comme cela qu'on arrivera à produire des résultats efficients. Et je pense que le Sénégal l'a démontré sur un certain nombre de choses aujourd'hui qui se développent et qui sont au crédit du président Macky Sall, notamment sur les infrastructures. Aujourd'hui, on voit comment Dakar s'est développé, et, notamment avec Diamniadio et tout ce qui s'ensuit, que ce soit au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. On voit que le Sénégal est sur la bonne voie et je pense que il faut poursuivre et toujours dans ce cas du plan émergence qui est à l'horizon 2030, je pense qu'on est dans cette vision-là et c'est une vision en tout cas qui sera bénéfique pour le peuple sénégalais. Gratien, alors vous pointez peut-être de manière générale, je ne sais pas si vous parliez uniquement pour le cas du Sénégal, d'un manque finalement de stratégie ou d'un plan clairement établi, notamment sur cette question de transition énergétique. Oui, même pour le Sénégal, vu compte tenu de ce montant, il n'est pas assez ambitieux. Et en même temps, c'est ce qu'on voit, par exemple, la façon de définir. Il se positionne comme s'il polluait, donc il va falloir faire des efforts pour ne plus polluer. Alors qu'en réalité, si à Dakar, dans les grandes villes, on peut polluer, mais au niveau national, on ne pollue pas. Il pollue parce qu'il y a un problème de circulation, c'est surtout
problèmes domestiques et de circulation de voitures. Mais moi, mon problème, c'est qu'ils ne se positionnent pas dans l'esprit d'améliorer, disons, les conditions de vie des gens en utilisant les moyens simples, mais qui sont, disons, qui vont dans le sens de l'environnement. Disons, commencer par le micro, les individus, pour arriver au niveau macroéconomique d'un pays. Parce que si on commence au niveau macroéconomique, ce sont des conceptions, ce sont des idées, et souvent qui ne se réalisent pas. Vraiment, le simple citoyen ne voit pas ce qui est en train de se faire. Il peut y avoir, comme on parlait de solaire, pourquoi par exemple éclairer l'électricité de tout le monde? Pourquoi ne pas par exemple faire des programmes pour équiper les ménages, des solaires couplés avec des petits éoliennes, on peut dire, et puis pour qu'ils soient alimentés directement, chaque ménage s'auto-alimente, au lieu d'avoir l'électricité qui s'opère en cours de route ou la façon de l'exploiter, des barrages ou des centrales thermiques. Donc, pour moi, c'est plutôt la meilleure façon de faire. Ça commence par le bas, ça remonte, plutôt que vraiment de commencer par des choses qui sont macroéconomiques. Un dernier mot peut-être, Grégory Sileni. Oui, là où ça serait intéressant, ce serait de voir vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement de cette aide qui va être attribuée dans le cadre des accords de Paris, de savoir quelle va être finalement la déclinaison, comment ça va être profitable pour la population sénégalaise, parce que aujourd'hui, en tout cas, ce que l'on sait au niveau de la société sénégalaise, c'est que la population est plutôt friande et accepte bien l'énergie renouvelable. Ils sont plutôt friands et ils sont plutôt des consommateurs propres, entre guillemets. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ça, on sait qu'au niveau micro, en tout cas, il y a une adhésion de la population sénégalaise. Maintenant, c'est de savoir quelle va être la vision plus globale au niveau territorial et au niveau national, sachant que, bien évidemment, quand on dit société polluante, ça ne peut pas se généraliser à tout le Sénégal. C'est surtout les villes. On ne peut pas traiter de la même façon les villes et les campagnes. Donc ça va être un peu l'enjeu des autorités sénégalaises. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Merci à vous, Grégory Sileni. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur de Madagascar Média et porte-parole du parti Tous Ensemble pour Madagascar. Un grand merci à vous également, Gracien Rukindikiza. Merci, ça. Merci, éditorialiste d'Africa 24. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt dans l'Africa Newsroom. Très bonne soirée. Merci.